Bienvenue à Planète Terre, merci d'être là. À l'émission de cette semaine, d'abord, on parle du bourbier afghan. Vous le savez peut-être, le président Obama doit prendre une décision importante dans les jours qui viennent. Doit-il augmenter le nombre de troupes ou doit-il laisser les Afghans se défendre eux-mêmes et ne cibler que les terroristes d'Al-Qaïda? Alors, c'est la question qui est posée. Jocelyn Coulon va venir nous éclairer sur les termes de ce débat et la situation sur le terrain en Afghanistan. On reste dans la région ensuite avec deux excellents invités qui vont nous expliquer que le pays le plus troublé ou le plus dangereux dont on doit s'inquiéter, c'est le pays voisin, c'est-à-dire le Pakistan, qui est un peu au centre de toutes les tensions. Alors, Christophe Jaffrelot, qui est un expert de la situation en Inde et au Pakistan, et David Malone, un des grands diplomates canadiens, qui est maintenant président du CRDI, qui était ambassadeur en Inde jusqu'à l'an dernier, vont venir essayer de nous faire comprendre quels sont les problèmes structurels du Pakistan. Alors, nous allons terminer cette émission sur une note légèrement plus légère, si je puis dire. Michael Moore, vous le savez, le documentariste américain, a sorti son dernier film, Capitalisme, une histoire d'amour. Nous avons demandé à l'économiste Martin Coiteux d'aller voir le film et de nous dire ce qu'il en pense. Je vous dis tout de suite, il l'a bien aimé, même s'il n'est pas d'accord avec tout. Alors, dans un instant, derrière le bruit des bombes que l'on entend en Afghanistan. Ces derniers jours, vous savez, le président Barack Obama s'est rendu à Copenhague pour essayer de convaincre le Comité international olympique d'accorder à Chicago les Jeux olympiques de 2016, sans succès. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé à Copenhague. Air Force One était stationné sur le tarmac de l'aéroport et le général McChrystal, responsable des forces américaines en Afghanistan, a été sommé de venir rencontrer Barack Obama et pendant 25 minutes, une discussion assez chaude a eu lieu entre le président, qui est le commandant en chef des armées, et son général responsable pour l'Afghanistan. Pourquoi cet entretien particulier? Nous allons en discuter aujourd'hui avec Jocelyn Coulon. Jocelyn, merci d'être là. Bonjour. Jocelyn, vous êtes donc directeur du réseau francophone des opérations de paix, ici affilié au Cerium. Vous dirigez chaque année le guide du maintien de la paix, qui est une collection des meilleurs articles écrits sur le maintien de la paix. Ça, c'est l'édition 2009 que j'ai entre les mains, mais l'édition 2010 sera disponible dans à peu près un mois. À peu près un mois, oui. Donc on verra ça cet automne. Et vous suivez les questions militaires, notamment en Afghanistan, qui est le principal théâtre d'opérations militaires en ce moment sur la planète, on peut dire ça. Oui. Et donc, qu'avait à dire Barack Obama à son général? Je pense que le président Obama commence à remettre en question une des prémices de la stratégie qui avait été élaborée en mars dernier, qu'il avait pourtant acceptée à ce moment-là, c'est-à-dire l'augmentation importante des effectifs américains en Afghanistan. Le général McChrystal avait suggéré d'augmenter de 40 000 le nombre de soldats américains, surtout pour aller se battre dans le sud-est de l'Afghanistan, là où les Canadiens... En plus des 20-30 000 qui avaient déjà été... Des 50 000 qui sont déjà là. Donc 50 plus 40. Donc, la force américaine serait extrêmement importante si le président Obama acceptait ça. Et à cela, il faut ajouter aussi les forces de l'OTAN, qui sont à peu près de 40 000 soldats. Alors, ce que Obama dit, après avoir écouté la plupart de ses conseillers, qu'ils soient civils ou militaires, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter des militaires pour venir à bout des talibans et pour engager l'Afghanistan dans une autre voie? Bon, alors, est-ce que la situation sur le terrain s'est dégradée au point où on a l'impression que les talibans prennent l'offensive malgré l'ajout de 50 000 troupes déjà au printemps? Alors, la situation s'est dégradée, oui, parce que les talibans sont en mesure de mener des actions un peu partout en Afghanistan, principalement dans la capitale. Ils sont extrêmement agressifs aussi dans le sud-est du pays, là où les Canadiens, les Hollandais, les Britanniques sont et mènent la guerre en Afghanistan, parce qu'il faut bien voir que lorsqu'on regarde l'ensemble du pays, il n'y a pas de combat de l'intensité qu'il y a dans le sud-est du pays. Donc, l'Afghanistan est un drôle de théâtre, un théâtre où, dans 60% du territoire, on peut dire qu'il y a une mission de maintien de la paix parce qu'il n'y a pas réellement de combat, et dans 40% de l'autre partie, il y a des actions militaires qui ressemblent là, non seulement à la lutte anti-insurrectionnelle, mais à la guerre. Donc,
Mais dans oui, les 60% où il y a de maintien de la paix, est-ce qu'il y a des actions militaires ou des actions terroristes des talibans, de guérilla? il y a parfois des attentats, il y a parfois des accrochages, mais ça ressemble à une mission de maintien de la paix au Congo ou dans d'autres théâtres qu'on a déjà connus par le passé. Alors, oui, la situation sécuritaire s'est dégradée. Oui, les combats augmentent parce que les 20-30 000 soldats supplémentaires qui sont arrivés au printemps et cet été se battent davantage. Ouais. Alors, les statistiques sont un peu faussées à cause de ça. Mais en même temps, depuis 2005, c'est vrai qu'il y a une dégradation de la sécurité. Mais est-ce que les forces talibanes, elles, augmentent en nombre, en ingéniosité, en agressivité? Elles augmentent en ingéniosité et en agressivité. Mais les gens sont sur l'impression que nous sommes dans un scénario où Saïgon n'est pas loin. Oui. C'est-à-dire que tout va tomber. Que Kaboul va tomber bientôt. Et que Kaboul va tomber, que l'hélicoptère américain va partir de l'ambassade américaine. C'est pas le cas? C'est pas le cas. Il y a suffisamment de troupes sur le terrain pour empêcher les talibans de mener une telle offensive, mais les talibans ont une capacité de nuisance très importante. Et qui n'est pas en déclin, en tout cas, malgré l'investissement massif de l'Occident et en particulier des États-Unis, on ne voit pas de déclin. On ne voit pas de déclin. Bon, alors, ma compréhension, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que autour donc, le général McChrystal et l'armée, les militaires américains veulent davantage de troupes. Ils veulent davantage de troupes. Autour du président Obama, un certain nombre de conseillers à la Maison-Blanche et le vice-président Joe Biden, et certains même chroniqueurs de droite, républicains, comme George Will, disent, écoutez, de toute façon, notre objectif, ce n'est pas de créer une démocratie en Afghanistan. Probablement que c'est impossible. Et en plus, la fraude massive aux dernières élections montre que ce qu'on a essayé de faire, ça ne fonctionne pas vraiment. Notre seul objectif, c'est de faire en sorte qu'Al-Qaïda n'envoie pas de nouveaux avions sur les tours qui nous restent aux États-Unis. Et donc, on devrait laisser l'Afghanistan aux talibans. Essentiellement, c'est ce que ça signifie. On les laisse aux talibans et on va attaquer avec des drones, avec l'aviation, les bases d'Al-Qaïda. Alors, c'est quand même extraordinaire. Ce serait un renoncement donc, de toute la stratégie qui a été suivie depuis 2001. C'est ça? Parce qu'ils ne voient pas quand cette stratégie sera une victoire. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on est au point où il est crédible de penser que c'est une option que le président Obama pourrait adopter? Moi, je n'ai pas l'impression qu'il va adopter cette stratégie-là parce que, de toute façon, dans un scénario de guerre, depuis la guerre de Troie, il faut avoir des soldats au sol, il faut occuper le terrain pour empêcher l'ennemi de l'occuper et de s'occuper de la population. Parce qu'une des bases de la contre-insurrection et de la stratégie de gagner les cœurs et les esprits, c'est d'être présent. C'est pas de bombarder. Ils abandonneraient cet objectif. Ils disaient, on ne les gagnera pas, donc on va laisser les talibans prendre le pouvoir, mais en empêchant Al-Qaïda par d'autres moyens de s'installer. Je pense que ce scénario est un peu caricatural de la part de Will ou de d'autres, de dire on va laisser les talibans prendre le pouvoir. Il y a déjà un pouvoir à Kaboul. Il n'est peut-être pas celui qui nous plaît, mais il a des assises, ce pouvoir. Que ce soit à travers les seigneurs de guerre, que ce soit à travers les gens qui se sont ralliés à Karzai et qui commandent un certain nombre de loyautés dans le nord, dans l'ouest et un peu dans le sud-ouest, près de la frontière iranienne. Donc, tout l'Afghanistan n'est pas aux mains des talibans ou ne suit pas les talibans. L'idée peut-être de Joe Biden et d'autres, c'est de dire, laissons aux talibans qui le veulent la possibilité d'intégrer le gouvernement Karzai et nous allons maintenir une présence minimum pour lutter contre les irréductibles, parce qu'il y aura toujours des irréductibles. Alors ça, c'est la thèse des bons talibans et des mauvais talibans. Voilà. Depuis déjà plusieurs mois, on dit qu'il y a des négociations, des contacts sont en cours entre Karzai et les bons talibans. Est-ce qu'on a des indications sur le succès de ces discussions? On a des indications depuis à peu près 4 ans qu'il y a des talibans qui ont rejoint le gouvernement ou qui sont sur le point de rejoindre le gouvernement. Donc, petit à petit, je crois qu'on grignote le territoire ou la volonté des talibans. Il y en a évidemment qui sont plus résistants que d'autres et c'est sans doute ce qui explique... C'est pas toujours une question on les convainc pas de devenir démocrates. Là. Parfois, on leur donne du pouvoir, on leur donne des régions, on leur donne de l'argent. On en achète des talibans. Ben, c'est ce qu'on a fait avec ceux qui sont avec Karzai. Les seigneurs de la guerre qui ont massacré des Afghans avant 2001 sont aujourd'hui au pouvoir. Ce qui fait dire à plusieurs que la démocratie telle que nous l'exportons
vient légitimer des tueurs, des trafiquants de drogue. C'est ça le processus démocratique en Afghanistan et même en Irak. Donc, on est face à nos propres contradictions. C'est ça. Donc, c'est parce que l'objectif stratégique, c'est d'avoir un pouvoir, finalement, n'importe lequel, même s'il a la vitrine démocratique à laquelle on croit de moins en moins, mais qui n'est pas les amis de Ben Laden. L'objectif, c'est que les amis de Ben Laden ne soient pas au gouvernement à Kaboul. Ça a toujours été le premier objectif, d'ailleurs, de l'intervention américaine et autres en Afghanistan. C'est d'empêcher que l'Afghanistan redevienne une plateforme géographique, politique, spirituelle, d'une certaine façon, pour Ben Laden de planifier des attaques contre les États-Unis. Maintenant, le problème, c'est un peu déplacé au Pakistan. On ne peut pas parler d'une solution en Afghanistan sans parler de ce qui se passe au Pakistan, parce que les talibans sont maintenant au Pakistan. Bon, alors, c'est ça. Donc, la frontière, on va en parler tout à l'heure avec d'autres invités. Alors, on dit, de toute façon, maintenant, le débat, c'est... géographiquement, Al-Qaïda est sur la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans une zone frontalière très difficile à contrôler. Et il y a une interpénétration d'Al-Qaïda et d'un certain nombre d'organisations talibanes. Oui. Mais on dit ça, on pose la question, on ne sait pas trop. Est-ce que Al-Qaïda est en déclin? Est-ce qu'il est en montée? Quel est l'heure juste? C'est très difficile à savoir, parce que même en 2001, à la veille des attentats du 11 septembre, le dernier représentant spécial de l'ONU en Afghanistan avait eu une rencontre avec le gouvernement taliban, et dans son rapport, il disait à Kofi Annan, « Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à ce gouvernement taliban qui est au pouvoir depuis 1996, ou bien je parle à des gens sans pouvoir, et ceux qui ont le vrai pouvoir, ce sont les talibans, c'est Ben Laden, dont on voudrait obtenir l'extradition, d'ailleurs, depuis 1999, donc bien avant les attentats. » Et ce représentant spécial disait, c'est très difficile de conclure quelque chose avec ce gouvernement-là, parce que nous avons l'impression qu'il est l'otage de ce groupe terroriste. Ce groupe terroriste et ce gouvernement ont été renversés et pourchassés en 2001. Il est évident qu'il y a une partie des talibans qui sont toujours sous l'influence d'Al-Qaïda, mais il y a eu de véritables scissions, parce que les talibans, ce sont des Afghans, alors qu'Al-Qaïda, ce sont des gens du Maroc, de l'Égypte et d'ailleurs, qui viennent en Afghanistan. On les appelle les Arabes. On les déteste autant qu'on déteste la coalition multinationale en Afghanistan. Alors, j'ai l'impression que les talibans... Certains veulent revenir dans le processus, d'autres s'opposent légitimement à l'occupation de leur pays. Moi, quand j'étais en Afghanistan, je lisais la presse anglophone afghane qui passait son temps à dire que les forces de la FIAS, de l'OTAN, c'était des forces des chrétiens qui étaient installés en Afghanistan. Et ça, c'est la presse afghane éclairée, parce que c'est celle qui est lue par les élites et par les étrangers. Imaginez ce que l'on dit dans les langues locales. Alors, Jocelyn Coulon, le Canada. Une résolution de la Chambre des communes affirme que 2011, c'est la fin de l'intervention militaire, de la présence militaire du Canada en Afghanistan. Est-ce que ça va être le cas? Et qu'est-ce que ça signifie pour le reste, la présence canadienne? Alors, est-ce que ça va être le cas? Officiellement, le gouvernement a dit qu'il appuyait cette motion et qu'il la mettrait en œuvre. Et vers la fin 2010, il va falloir techniquement annoncer à l'OTAN que nous commençons à retirer les 2000 soldats qui sont déployés à Kandahar. On aura à peu près 6 mois, 1 an pour faire ce processus-là, parce qu'il va commencer en fait en juin 2011 pour se terminer à la fin 2011. Toutefois, c'est dans 2 ans et demi. On peut se retrouver avec un gouvernement majoritaire conservateur dans quelques semaines ou dans quelques mois qui pourrait revenir devant le Parlement et dire, écoutez, l'OTAN a une nouvelle stratégie, les États-Unis mettent plus de moyens, peut-être que le Canada devrait rester un peu plus longtemps. Est-ce qu'on ne pourrait pas revoter sur la résolution? Ce n'est pas une loi, c'est une résolution du Parlement. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est de dire, oui, on retire nos troupes de combat, mais on laisse des unités de protection, parce qu'après tout, les programmes de les gens de l'ACDI qui sont là,
vont continuer. Oui, alors il faut les protéger. Il faut les protéger. Ils ne peuvent pas être protégés par des soldats américains ou... Ils pourraient l'être, mais je pense que les Américains vont dire, vos gars, vous les protégerez. Nous, on protège déjà nos propres civils qui sont déployés en Afghanistan, et c'est la même chose pour tous les autres pays qui ont des troupes sur le terrain. On pourrait se déplacer ailleurs en Afghanistan et dire à nos alliés, écoutez, ça fait 10 ans qu'on est dans ce coin-là, est-ce que les Polonais ne pourraient pas faire leur travail? Dire, mais les militaires ou les militaires. Les militaires, déplacer les militaires. Alors, mais ce n'est pas le sens de la résolution, c'est le retrait de l'action militaire. C'est-à-dire, on se retire des combats. Comme je vous le disais, en Afghanistan, 60% du pays, il n'y a pas de combat. Oui. Les Allemands dans le nord du pays, ils ne combattent pas, ils sont 4000. Alors, pourquoi n'y aurait-il pas des Canadiens dans cette région? Et on se répartirait un peu mieux les tâches. Mais les travailleurs humanitaires, quand même, eux, ont des liens avec les populations locales avec lesquelles ils travaillent depuis longtemps. On ne peut pas les transplanter au nord, non, alors que le travail a été fait. Alors, on peut garder des unités de protection, ce n'est pas des unités de combat. Les unités de combat, c'est avec du matériel lourd, c'est avec un appareillage, des armements qui sont totalement différents. Alors, pour revenir à Obama, à quel moment est-ce qu'on va avoir une décision de sa part sur la nouvelle stratégie? Ça fait plusieurs semaines que ce débat dure et j'ai l'impression que le président va faire une annonce dans les prochains jours, à moins qu'il décide encore d'attendre un peu plus les évaluations. Mais là, on va commencer à douter de ses capacités de leadership parce que, voilà. Alors, merci beaucoup, Jocelyn Coulon, d'avoir éclairé nos lanternes sur la situation en Afghanistan. Et pour terminer, nous allons écouter, je ne sais pas si vous avez vu ce film Lord of War avec Nicolas Cage, où il incarne un trafiquant d'armes. Oui. Donc, nous allons terminer avec la bande sonore de Lord of War. En profondeur, cette semaine, nous allons parler du Pakistan, le Pakistan qui est au centre du jeu, et on va essayer de comprendre pourquoi toutes les puissances importantes, et les États-Unis au premier chef, ont une politique pour essayer de stabiliser l'Iran. Pourquoi est-ce que c'est l'Iran qui est la cible de toutes les inquiétudes? Et pour en parler, deux invités exceptionnels avec nous cette semaine. D'abord, David Malone. Merci beaucoup d'être avec nous, David. David, vous avez été haut-commissaire du Canada, ce qui veut dire ambassadeur en Inde pendant quelques années. Vous présidez le CRDI, le Centre de recherche pour le développement international. Vous avez été longtemps dans la diplomatie canadienne jusqu'à ses échelons les plus élevés. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont The International Struggle for Iraq, Politics in the UN Security Council de 80 à 2005. C'était publié par Oxford University Press et on attend avec impatience votre prochain ouvrage sur la politique extérieure de l'Inde. Merci. Vous avez participé à notre école d'été sur l'Inde cet été, école qui était co-dirigée par Christophe Jaffrelot. Merci d'être là, Christophe. Bonjour. Alors, Christophe, vous êtes, d'abord, tout le monde vous connaît parce que vous êtes membre associé du pôle de recherche sur l'Inde et l'Asie du Sud au CERIUM, mais on sait aussi que vous avez dirigé le CIRI, qui est le premier laboratoire de recherche en relations internationales de la francophonie, donc à Paris, pendant 8 ans. Et vous êtes auteur, entre autres, de l'Inde contemporaine chez Fayard et de ce livre qui existe aussi en français, The Emerging States, The Wellspring of a New World Order. Alors, c'est publié par chez Hearst, mais la version française qui la précédait est chez Autrement, et ça s'appelle... Aux presses de Sciences Po. Aux presses de Sciences Po, et ça s'appelle... Les pays émergents aux sources d'un nouvel ordre mondial. Voilà, et vous y parlez de l'Inde, de la Chine, du Brésil, d'Afrique du Sud. Oui, du Mexique aussi, de la Turquie, l'Est européen, ces nouveaux joueurs qui perturbent l'ordre mondial. Alors, première question. Alors, on va essayer de faire la liste des raisons pour lesquelles le Pakistan inquiète. Je commence avec vous, David. Est-ce qu'il faut trouver cette première raison dans la relation historique du Pakistan avec son voisin indien? Je crois que oui, parce que le Pakistan faisait partie de l'Inde jusqu'en 1947.
C'est une relation qui aurait pu peut-être beaucoup mieux se construire si le fondateur du Pakistan, M. Jinnah, avait survécu, mais malheureusement il est décédé rapidement, une année après l'indépendance. Comme Nehru, il était plutôt séculaire, plutôt démocrate, donc ça aurait pu se produire tout autrement au Pakistan. Malheureusement, le Pakistan a connu une histoire très tourmentée, beaucoup d'implications des militaires dans la gouvernance, l'éclatement du pays en 1971 avec la création du Bangladesh. Mais je pense qu'il faut s'intéresser au Pakistan plutôt que de trop s'en inquiéter. C'est un pays attachant avec des gens très sympathiques, une population sympathique, une population dans le trouble aujourd'hui. C'est un pays conséquent, bien au-delà d'une centaine de millions d'habitants. Et donc c'est un pays qui peut aussi un jour jouer un rôle très productif, très positif à l'échelle mondiale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, un pays, une ancienne partie de l'Inde, donc la frontière avec l'Inde est problématique, et aussi à la frontière, bien sûr, de l'Afghanistan. Et comme on le voit presque tous les soirs à la télé, il y a un problème de chevauchement de cette frontière ingouvernable entre le Pakistan et l'Afghanistan, où les talibans viennent se réfugier, font de nouvelles attaques. Quand les Américains attaquent les talibans qui sont en territoire pakistanais, cela pose un problème. Et donc, on dit, le problème, c'est la relation Pakistan-Afghanistan. Mais Christophe, vous pensez que le problème est aussi Pakistan-Inde? Oui, on doit voir les trois pays ensemble dans cette affaire, parce que l'Inde a été un allié traditionnel de l'Afghanistan. Les Pashtuns, qui sont majoritaires en Afghanistan et qui sont très nombreux au Pakistan, n'ont jamais voulu du Pakistan. Ce sont les seuls de tous les groupes ethniques du Pakistan actuel à ne pas avoir voulu le Pakistan. Ils étaient partie prenante du mouvement gandhien, ils étaient du côté de l'Inde. Et ils le sont restés après 1947. Ce qui a fait que pendant très longtemps, Kaboul et Delhi étaient dans un rapport de collaboration qui rendait le Pakistan très fragile psychologiquement, très vulnérable. Encerclé. Se sentant encerclé. Pas véritablement encerclé, car il n'y a pas de déploiement de force, mais il se sentait encerclé. Et c'est le grand problème du Pakistan que de ne pas avoir, en quelque sorte, assumé son existence par rapport à l'Inde, se sentir vulnérable. C'est la mauvaise des conseillères, la méfiance, la peur. Et aujourd'hui, c'est effectivement ce que l'on voit. On voit un Pakistan qui considère que l'Afghanistan est à nouveau relié à l'Inde. En un sens, c'est vrai. De quelle façon? Ceux qui gouvernent l'Afghanistan étaient des réfugiés anti-talibans en Inde, pour un grand nombre d'entre eux. Karzai, Abdullah, il y a des gens qui étaient en Inde, qui se sont retrouvés ensuite aux affaires avec l'aide des Indiens. Les Indiens sont venus reconstruire l'Afghanistan en grand nombre. Il y a de nombreuses entreprises, il y a aussi 5 consulats. Les Pakistanais disent pourquoi 5 consulats pour si peu d'Indiens en Afghanistan? Ça cache quelque chose. 5 consulats indiens sur le territoire afghan, malgré les problèmes de sécurité. Oui, mais parce que précisément, pense-t-on au Pakistan, eh bien c'est une bonne couverture pour des agents secrets. Il y a cette impression, qui n'est pas forcément infondée, que l'Inde prend pied en Afghanistan pour avoir une annonce de revers contre le Pakistan. Mais David Malone, donc il y a aussi ce conflit constant qui est parfois aigu, parfois latent entre l'Inde et le Pakistan pour la région du Cachemire, qui leur est limitrophe. Mais est-ce que si les Pakistanais n'ont pas assumé leur détachement de l'Inde et n'ont pas essayé de faire, de get over it, comme on dirait, est-ce que les Indiens, eux, ont fait des pas pour essayer d'apaiser cette relation? Je pense que des deux côtés, on a tenté des pas pour apaiser la relation. Le problème pour le Pakistan, c'est que l'Inde cherche à dépasser sa région, cherche à devenir une grande puissance, devient une puissance conséquente, contrairement au Pakistan. Et donc, l'Inde se désintéresse un petit peu du Pakistan par rapport à ses autres préoccupations. Et cela crée beaucoup d'émotions au Pakistan, vu que le Pakistan n'a pas cessé de s'intéresser de très près à l'Inde. Donc il y a un déséquilibre un peu positif du côté indien peut-être, mais qui vexe énormément beaucoup de Pakistanais, particulièrement dans l'apparat sécuritaire pakistanais. Donc quoi que fassent les Indiens, quelle que soit leur attitude, l'irritation au Pakistan est à un point extrême.
Alors, Christophe Jaffrelot, à l'intérieur du Pakistan, on a parlé des Pashtuns tout à l'heure, il y a plusieurs groupes ethniques. Est-ce que là encore, c'est une raison d'inquiétude de la stabilité de cet État de 100 millions d'habitants, vous disiez David, sa cohésion identitaire? Oui, ça c'est une source de fragilité évidente. L'islam n'est pas un ciment suffisant pour fédérer des groupes ethniques qui sont en tension. Il y a les Pashtuns, c'est vrai, à la province du Nord-Ouest, mais le groupe le plus important sont les Pendjabis, qui en fait tiennent l'armée et donc tiennent le pays. Au-dessous, à Karachi notamment, il y a des Mohajirs, qui sont en fait ceux qui sont venus de l'Inde et qui ont, avec Jinnah, créé le Pakistan et ont commencé par le gouverner avant d'être délogés du pouvoir par les Pendjabis. Autour des Mohajirs et de Karachi, il y a les Sindhis qui habitent les campagnes, qui sont très peu présents à Karachi même. Et puis à l'ouest, il y a cet énorme Baloutchistan, 42% de la superficie du pays, mais 6% de la population. Des Baloutches qui sont, alors là pour le coup, carrément en rébellion contre Islamabad, qui mènent une guérilla avec sans doute d'ailleurs l'appui des Baloutches iraniens de plus en plus. Bref, vous avez une véritable cocotte-minute. Qu'est-ce qui les unit? Et ce qui les unit très souvent, c'est justement la relation à l'Inde. On est ensemble contre cette menace indienne, et alors elle s'incarne cette cause dans le Cachemire. Tous les ans, les Pakistanais fêtent un jour du Cachemire pour être solidaires des frères cachemiris soumis au giron, enfin, à la tutelle indienne. Hindou, disent-ils. Alors, on a vécu cette année l'irruption dans l'actualité de la force des talibans pakistanais, et donc on a appris à faire la distinction entre les talibans afghans qui viennent se replier au Pakistan et les talibans pakistanais qui, eux, ont une volonté de contrôle du territoire, des territoires tribaux, et même peut-être au-delà, et on a même craint que ces talibans puissent se rendre jusqu'à la capitale. Alors, quelle est la nature et l'ampleur de cette menace talibane interne, David Malone? Écoutez, là-dessus, je pense que Christophe est mieux placé pour vous en parler en détail. Je pense que le principal problème face aux talibans pakistanais n'est pas leur force militaire, c'est la faiblesse de la motivation des militaires pakistanais qui leur font face. Alors, ce n'est pas que les talibans sont une force militaire particulièrement convaincante. Mais Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? On a effectivement une catégorie nouvelle qui vient de se constituer et qui n'est pas si facile que cela à définir. Mais visiblement, il y a d'une part ceux que l'armée pakistanaise elle-même a formés pour avoir toujours une force de frappe en Afghanistan. Donc le groupe Haqqani est un groupe de talibans pakistanais donc, que l'on sait lié au service secret pakistanais parce que le Pakistan sait qu'un jour l'OTAN se repliera, c'est qu'un jour les Pashtuns reprendront le pouvoir et les Pashtuns du Sud, les Pashtuns de Kandahar, pas Karzai, et là il faut avoir un candidat au pouvoir et un pied dans la place. Et puis, ok, attendez, vous allez trop vite pour nous. Alors un jour l'OTAN se retirera de l'Afghanistan. Un jour, les Pashtuns de Kandahar, donc qui sont associés aux talibans afghans, prendront le pouvoir à Kaboul. Donc là, c'est le scénario. Et donc, quoi? Et donc, avoir des talibans pakistanais qui sont le trait d'union entre le Pakistan et l'Afghanistan du Mollah Omar, des talibans afghans, c'est un investissement d'avenir. Donc là, on a des talibans pakistanais que l'armée pakistanaise ne cherche pas à réduire, cultive. En se disant, ce seront nos alliés demain. Oui, ils le sont déjà, ils le seront en place, dans la place. Mais je crois qu'ils se faisaient la guerre. Et par ailleurs, il y a des... Non mais c'est compliqué. Et par ailleurs, il y a un groupe de talibans pakistanais que l'armée cherche à réduire. Le groupe de Beytullah Messoud, qui est un groupe très différent, qui est un groupe beaucoup plus dirigé contre Islamabad, considérant qu'Islamabad fait la politique des Américains, fait la politique de la répression des talibans. Alors qu'elle fait les deux. Islamabad fait la politique des talibans quand ça l'arrange, et fait une politique qui cherche à plaire aux Américains quand elle le doit. Et donc là, on est dans une zone différente, le Waziristan du Sud, où on cherche à mener la guerre contre des groupes talibans qui sont très liés à Al-Qaïda, car on sait que finalement, les talibans pakistanais sont beaucoup plus globalisés aujourd'hui que les talibans afghans. Les talibans afghans cherchent à récupérer leur territoire, Kandahar et sa région.
si possible Kaboul. Les talibans pakistanais sont dans une logique de djihad international, et finalement, les attentats que l'on a démantelés, le dernier en date visait Barcelone, il avait été conçu par les talibans pakistanais dans la zone tribale. Et Al-Qaïda et Bethullah Messoud étaient dans des relations beaucoup plus intimes que finalement le Mollah Omar et Al-Qaïda. Tout l'enjeu pour l'Occident, du coup, consiste à, d'une part, réprimer évidemment ces groupes, et puis faire en sorte que l'on trouve du côté des Afghans, du côté de ceux dont l'ambition n'est que régionale, des interlocuteurs pour quand même négocier, car la guerre n'est pas gagnable. À David Malone, on demandait tout à l'heure, est-ce qu'on doit craindre que le gouvernement pakistanais soit renversé? Et vous m'avez répondu, hors antenne, c'est une certitude. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tôt ou tard, historiquement, tous les gouvernements civils du Pakistan ont été renversés. Donc l'actuel président navigue dans des eaux très dangereuses pour lui. Il détient par ailleurs sa légitimité dans la mesure où il en a de son épouse défunte Benazir Bhutto. Il gouverne à travers un milieu politique assez réfractaire. Et donc, on ne sait pas quels seront les gouvernements pakistanais à l'avenir. Monsieur Zardari a le mérite d'avoir été élu. C'est une des raisons pour lesquelles il est soutenu par l'Occident. L'autre raison, c'est que les alternatives ne sont pas clairement plus attirantes que le gouvernement chapeauté par M. Zardari. Mais la colonne vertébrale du pouvoir au Pakistan, c'est l'armée. C'est l'armée et les célèbres services secrets pakistanais. D'ailleurs, on a beaucoup de mal de l'étranger à départager les différents éléments des services de sécurité pakistanais. On pense les connaître et puis on se rend compte finalement qu'on les connaît moins qu'on le pensait. D'ailleurs, c'est pour ça que le programme nucléaire, d'armement nucléaire pakistanais, inquiète autant l'étranger, puisqu'on ne comprend pas très bien la structure sécuritaire qui contrôle ces armements nucléaires. On y vient tout de suite à cette autre raison d'inquiétude, l'inquiétude nucléaire, mais si le gouvernement civil est renversé, il peut être renversé par 2 ou 3 candidats. L'armée, qui serait en désaccord avec sa politique, mais dans ce cas-là, c'est une armée qui peut être relativement collaboratrice avec l'Occident. Et quelles seraient les autres forces qui pourraient renverser? L'autre hypothèse, c'est Nawaz Sharif, c'est-à-dire qu'il y a 2 candidats au pouvoir civil, le clan Bhutto, le PPP, qui est au pouvoir maintenant, et puis le clan Sharif de la PMLN. C'est qui lui est plus de tendance, qui a été plus à droite, classiquement, qui est plus près des islamistes, en tout cas des partis islamiques, parce qu'il faut faire la distinction au Pakistan quand même. Ce sera à Washington de décider. On sait très bien que ce genre de décision va se prendre à Washington. C'est vrai que si Zardari finit par être totalement inutile dans cette guerre qui n'a pas l'autorité nécessaire, on pourra essayer de le changer par un autre civil avant d'en arriver aux militaires, qui pour l'instant ne veulent pas du pouvoir d'ailleurs. Pervez Kayani n'arrête pas de dire nous devons d'abord nous ressourcer. 8 ans de pouvoir avec Musharraf, ça a été 8 années de perte de popularité, de perte de crédibilité pour l'armée. Il faut se ressourcer, il faut se reprofessionnaliser pour mener la guerre anti-insurrectionnelle dans la province tribale, parce que l'armée pakistanaise ne sait pas mener une guerre comme ça. L'armée pakistanaise a mené des guerres contre l'Inde, des guerres conventionnelles. Elle n'a pas mené de guerre anti-insurrectionnelle. C'est une autre stratégie. Ça veut dire travailler dans les villages avec une capacité à se faire des alliés parmi les paysans, ce qu'on ne sait pas faire du côté de la l'hypothèse que les talibans pro-Al-Qaïda réussissent à prendre la capitale n'est pas crédible. Non. Bon. Donc, pouvoir de nuisance important, mais on en reste là. Alors, vous en parliez, David Malone, le problème nucléaire. Donc, le Pakistan a l'arme nucléaire depuis un certain nombre d'années. L'inventeur de la bombe pakistanaise a même fait profiter d'autres de cette technologie. Donc, il y a un problème de prolifération.
est-ce qu'on peut dire, à l'heure qu'il est, sans même parler des dangers à venir, que l'arsenal nucléaire pakistanais est sécurisé? C'est ce qu'affirme constamment le gouvernement pakistanais et je pense pour l'instant que les Occidentaux y croient plutôt. Mais seulement plutôt, puisqu'ils ne comprennent pas, à mon sens, cette structure de pouvoir militaire et sécuritaire au Pakistan. Et donc, ce qu'on ne comprend pas, on n'a pas une confiance entière non plus. Est-ce qu'il y a un risque de dérapage urgent au Pakistan? Je ne pense pas. S'il y avait une dégradation très sérieuse de la situation politique et sécuritaire dans ce pays, qui sait? Alors, dernière raison de s'inquiéter, la question de l'économie. Alors, qu'en est-il? C'est une économie qui allait relativement bien jusqu'à la crise, mais comme plusieurs pays en émergence et très liés au commerce international, celui-là a été frappé assez durement, Christophe. Oui, et du coup, c'est une économie qui est sous perfusion. C'est une économie qui ne vit guère que de l'aide. Alors, une aide d'ailleurs multiforme. Les États-Unis font un effort considérable. Considérable, suite d'ailleurs au rapport Kerry, suite à différents retours disant ce pays ne peut pas sombrer. On ne peut pas se permettre de laisser ce pays sombrer. Donc on l'aide. Et on fait des chèques qui font la fin de mois du Pakistan à intervalles réguliers. Ce qui veut dire aussi que le Pakistan n'a pas trouvé auprès de la Chine et de l'Arabie Saoudite, ces deux grands alliés traditionnels, ces grands deux bailleurs de fonds traditionnels, l'aide à laquelle il espérait avoir droit. Ça permet, c'est le point positif de cette affaire, d'avoir un certain... Un ancrage à l'ouest. Oui, un certain pouvoir. Si on voulait exiger davantage de choses du pouvoir pakistanais, il y aurait moyen de faire du chantage au carnet de chèques. Sauf que si on fait du chantage, il faut être sûr qu'en échange, il y a du répondant. Donc la crise est là, ça donne un leverage aux Occidentaux, mais tant que du côté pakistanais, il n'y aura pas une volonté de réforme et un cap qui est suivi par des acteurs qui sont effectivement très pluriels et dont on ne sait pas très bien quel est l'agenda, on aura des raisons de s'inquiéter. Alors, heureusement qu'on finit ces entrevues en chanson, parce que c'est relativement déprimant, le tour qu'on a fait tout à l'heure, depuis le début de cette entrevue. Alors, Christophe Jaffrelot, qu'avez-vous choisi comme plage musicale et pourquoi? Nusrat Fateh Ali Khan, c'est un chanteur de ghazal, donc de chant traditionnel pakistanais, qui a été très, très populaire et qui a eu, c'est à mes yeux, sa vertu principale du succès aussi du côté indien, montrant que des deux côtés de la frontière, on partageait la même culture. Et ça, plus on le dit, mieux ça vaut. Les Indiens envoient des films de Bollywood qui sont vus par les Pakistanais. Les Pakistanais envoient de la musique qui est écoutée du côté indien. Ça prouve que les peuples, eux, partagent une culture commune. Christophe Jaffrelot, merci beaucoup d'avoir été avec nous. David Malone, j'espère que vous reviendrez nous voir. Merci. Et nous écoutons, grâce à Christophe, Fateh Ali Khan, un chanteur pakistanais. Le dernier film de Michael Moore, Capitalism, A Love Story, donc une histoire d'amour du capitalisme. Il y a un moment où le réalisateur, qui se met toujours en scène dans ses films, se met devant la porte de sortie de la bourse à Wall Street et essaie de demander à des traders, donc qui sortent, de se faire expliquer un certain nombre de choses. Et il y a un moment où il demande, est-ce que quelqu'un peut me donner un avis, me donner un conseil? Et il y a un des traders en sortant qui lui dit, oui, ne faites plus de films. Alors, ce serait sûrement la volonté d'un certain nombre de membres du Parti républicain ou de la droite américaine que Michael Moore ne fasse plus de films. Eh bien, ce vœu ne se réalisera pas parce qu'il en sort régulièrement et celui-ci, ce dernier brûlot, pose une question plus fondamentale encore que celle qu'il avait posée dans les films précédents, qui était sectorielle. Il pose la question du système capitaliste
et de ses effets. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous avons demandé à Martin Coiteux de voir le film. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Et de nous donner son avis d'économiste sur cette vision du documentariste iconoclaste. Alors, Martin Coiteux, vous êtes professeur agrégé au service de l'enseignement des affaires internationales au HEC. Vous avez publié récemment « Les affaires internationales dans un environnement transformé par la mondialisation » dans la revue Gestion. Et on vous a demandé de voir le film et de nous dire ce que vous en avez pensé. Alors, je vous pose la question large et ensuite on verra dans le détail. Oui. Bah, écoutez, c'est un Michael Moore qui est tout à fait fidèle à Michael Moore. Donc, Michael Moore, c'est quelqu'un qui a des messages politiques très forts à passer. Et c'est en même temps un cinéaste. Alors, lui, il utilise un médium particulier qui est le cinéma pour passer son message. Et il est très habile là-dedans. C'est-à-dire que Michael Moore est capable d'émouvoir, il est capable de divertir, de faire rire. Et en même temps, il est capable de faire passer des messages très forts. Alors, de ce point de vue, c'est un film qui est très bien réussi. Certains disent peut-être que c'est son opus magnum. Je n'irai pas nécessairement jusque-là, mais c'est vrai que c'est un Michael Moore qui est allé vraiment au fond de l'ensemble des préoccupations qu'il a eues pour l'ensemble de sa cinématographie. Et il est allé jusqu'à son enfance. C'est un Michael Moore très personnel qu'on a dans Capitalism Love Story. Alors, dites-moi d'abord, quel est, dans l'aspect de la démonstration qui est anticapitaliste, qui vous a semblé la plus forte et celle qui vous a semblé la plus faible? Ouais, le titre Capitalism a Love Story, évidemment, c'est pas un love story. C'est une attaque en règle contre ce que Michael Moore appelle le système capitaliste. Là où moi, j'aurais peut-être un bémol à apporter, pas seulement d'un point de vue d'économiste, mais il faut regarder ça aussi du point de vue pas un citoyen américain, j'en suis pas un, mais on est citoyen du monde. Et quand on est citoyen du monde, on est également très préoccupé de ce qui se passe aux États-Unis. Il y a une espèce de signe d'égalité entre les travers de la société américaine qu'on voit aujourd'hui et un système de libre entreprise. Alors, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Par contre, il fait un très, très bon travail pour montrer ces dérives, qui sont des dérives, des ratés du système judiciaire américain, des ratés des politiques aux États-Unis, du rôle des politiciens aux États-Unis pour vraiment assumer ce qui est leur rôle. C'est une faillite de la réglementation aux États-Unis, mais c'est aussi une faillite morale dans certains cas aux États-Unis qui est dénoncée dans ce film-là. Et tout cela, selon moi, n'a pas nécessairement à voir avec le système capitaliste en soi. Donc, pour moi, il y a comme une erreur de terme là-dessus. Ça n'enlève rien au message. Mais par contre, si on devait le décortiquer par la suite, et surtout à la fin, lorsqu'il fait une antithèse, il fait de la démocratie l'antithèse du capitalisme, alors qu'il peut y avoir démocratie en système capitaliste, comme il peut ne pas y en avoir. Il n'ose pas parler de socialisme, il en parle un petit peu, il va voir le sénateur socialiste du Vermont qui lui décrit le socialisme, mais en fait c'est la social-démocratie. Et il fait très attention, d'ailleurs, il recouvre tout son propos de ce qu'il laisse entendre être son engagement religieux chrétien. Et il explique comment, si on ne peut pas être chrétien en étant capitaliste. Sur des points moraux, moi, ce que j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez, le point le plus fort, c'est lorsque il a dit, mais regardez, le système capitaliste de recherche du profit à tout prix va jusqu'au point où des grandes entreprises américaines prennent des polices d'assurance sur leurs employés en faisant le pari que plus d'employés vont mourir. Et donc, eux vont faire de l'argent avec cette mort. Donc, il explique qu'il n'y a pas de frontière morale à la recherche du profit. Il n'y a pas de frontière morale à la recherche du profit. Il doit y avoir des frontières morales à la recherche du profit. Ces frontières morales, ils doivent être dans l'éthique de chaque personne, ils doivent être dans l'éthique de la société. Et parfois, lorsque ce n'est pas suffisant, ils doivent être dans les lois. Pour moi, c'est un problème juridique, c'est un problème moral d'abord et avant tout, et non pas un problème de système économique, parce que cette dérive morale, elle existait, elle s'exprimait autrement, elle existait en Union soviétique, elle existait dans les pays de l'Est. Une société, pour fonctionner, a besoin d'efficacité économique, soit, mais une société a également besoin qu'on réponde aux préoccupations éthiques et morales de ses citoyens. Une société doit être régie par des lois, des règles, qui sont assumés par un secteur public qui assume son rôle et qui répond aux besoins qui sont exprimés par les citoyens. Les partis politiques sont en concurrence pour nous donner la réglementation qui est conforme à ce qu'on demande comme citoyens. Les entreprises sont en concurrence pour nous donner les biens et les services avec un certain degré d'efficacité que l'on demande comme consommateurs. Et lorsque ni l'un ni l'autre fait bien son travail, on utilise souvent les organisations de la société civile pour les rappeler à l'ordre. Et c'est cet équilibre entre ces trois agents
qui représente le citoyen, qui est à la fois un être politique, un être économique et également un être moral, c'est l'équilibre dans les forces entre ces trois agents que sont les organisations de la société civile, les partis politiques et les entreprises qui vont assurer l'équilibre de la société. Et ça peut fonctionner dans un système de libre entreprise qui a les balises et qui ne perd pas ses repères. Oui, mais c'est un peu ça son argument, hein. C'est de dire que le système capitaliste tel qu'il est organisé, donc la libre entreprise, la recherche de profit et la concurrence, donc ce sont les trois piliers, pousse nécessairement, lorsqu'on le fait froidement, à des pratiques amorales, et il faut que de l'extérieur, la société civile, l'État, la réglementation lui donne des balises. Donc, s'il n'est pas enfermé, il devient immoral. La réponse qu'il y donne, en donnant quelques exemples, c'est la coopérative de travailleurs, qui, dans son organisation même, n'a pas à chercher le profit de façon systématique et donc est plus morale en soi. Qu'est-ce que vous pensez de sa démonstration? Bon, il y a beaucoup d'exemples historiques qui montrent qu'il y a place pour le secteur coopératif dans l'économie. Le secteur coopératif a donné des résultats extrêmement intéressants, par exemple, dans notre société dans le domaine du crédit. Le secteur coopératif dans le domaine de l'alimentation dans certains pays européens a créé des géants de l'alimentation. J'ai vécu en Suisse à l'époque, je me souviens de la coopérative Migros, qui est un joueur qu'on ne pouvait pas contourner. Il y a des coopératives dans le domaine financier, il y a des coopératives dans plusieurs dans le domaine domaines. Manufacturier, justement? Ben, historiquement, ça a plus ou moins bien fonctionné. Ouais. Alors, pourquoi? Parce qu'on vit dans des économies où le gros de la croissance, pas seulement la croissance en termes d'avoir plus de biens et services, mais c'est d'inventer des nouvelles choses et basé sur l'innovation. C'est certain qu'il y a des gens qui vont travailler sur l'innovation de façon totalement désintéressée. Mais évidemment, on a constaté que l'innovation était beaucoup plus florissante dans une société où, en quelque part, les gens pouvaient tirer des gains personnels des activités de recherche, de développement, de mise en marché de nouveaux produits, de nouvelles solutions. On a besoin, finalement, d'incitatifs très forts pour vivre dans une société qui innove. Pas innover seulement pour multiplier le nombre de biens et services qu'on va avoir, mais innover aussi pour faire mieux ce qu'on fait déjà. Je pose une sous-question parce que, par exemple, dans les laboratoires de Bell ou chez Kodak, etc., les ingénieurs innovent pour l'entreprise et n'ont pas nécessairement d'intéressement personnel. Et s'ils innovaient pour une coopérative, mais la coopérative serait plus riche. Oui, mais par contre, évidemment, les ressources que l'entreprise va mettre à la disposition de ses chercheurs appliqués vont dépendre de l'anticipation des profits qui vont en découler. Et la capacité d'aller chercher les meilleurs cerveaux pour travailler avec eux va découler de l'anticipation des profits. Et une coopérative ne pourrait pas faire ça? Ben, une coopérative pourrait peut-être potentiellement faire ça, mais la coopérative va, dans sa nature même, évidemment, c'est parce que les coopératives, dans le concret, ont adopté des normes de fonctionnement qui ne sont pas tout à fait, parfois, conformes à l'idéal fondateur où chaque membre a une voix, chaque membre est égal, sans regard à l'efficacité des uns et des autres. L'économie capitaliste, c'est un redoutable joueur en faveur de l'efficacité. Maintenant, il faut qu'il soit encadré parce que le système capitaliste n'est pas quelque chose qui est une créature externe à la société. C'est le produit de la société elle-même. Je vous ramène à une autre question du film à la fin qui m'a semblé problématique. Donc, il fait une partie de la démonstration disant que les 700 milliards de dollars qui ont été alloués pour renflouer les banques à l'automne 2008 était essentiellement un genre de hold-up qui a été fait sur le Congrès et que ce n'était pas nécessaire et que finalement, et il y en a d'autres qui disent ça, mais si on avait donné plutôt 10 000 $ à chaque Américain, on aurait fait mieux que de renflouer les banques qui étaient en train de s'écraser, évidemment, sauf Goldman Sachs, qui est celle qui reste après que tous ses concurrents aient été amochés. Est-ce qu'il y avait vraiment une alternative à ce qui a été fait? Ben, il y a deux choses, là. C'est-à-dire, la question de donner 10 000 $ à chaque citoyen américain, c'est beaucoup plus en rapport avec le budget de relance. Hein? C'est-à-dire, une vision keynésienne des choses, évidemment, lorsque l'économie est en récession profonde et qu'on ne semble pas toucher le plancher, donc il y a une retraite du secteur privé. La recette traditionnelle, c'est que le secteur public doit prendre le relais. Il y a différentes façons de le faire. Une façon de le faire, ça serait de distribuer très largement sous forme de réduction fiscale de l'argent aux citoyens. Les citoyens dépensent et décident là où ils vont dépenser. Une autre façon, c'est d'amener les autorités publiques à faire des investissements pour le futur. Et donc, on utilise l'incapacité du secteur privé d'utiliser les sommes que les gens veulent épargner et de les investir à des fins productives. On laisse le secteur public le faire. Et on pourrait très bien investir pour l'environnement, on pourrait très bien investir pour ces banques, là, si on les avait laissées mourir, qu'est-ce qui se serait passé? C'est parce que la question, à savoir où doit aller l'argent. Maintenant, la question des banques est une autre question. Que les gens ne croient pas dans
il y a une perte de confiance aux États-Unis. Évidemment, si les banques, si les sociétés financières sont à la source de la crise, évidemment qu'immédiatement elles soient rescapées, ça pose un problème moral, ça aussi. Il faut regarder l'alternative, par contre. L'alternative, c'est que dans une société moderne, l'effondrement total du système financier, ça ne va pas causer une récession. Mais est-ce qu'il aurait été total? Est-ce qu'il n'y avait pas des tas d'autres banques qui, elles, étaient saines, qui auraient pu prendre le relais de ces quelques grosses banques? Non, on était face à un problème systémique. C'est-à-dire, même les banques saines auraient croulé parce que les banques se doivent de l'argent entre elles. Donc, il y en a des malsaines, il y en a des saines. Mais les saines, lorsque les malsaines ne sont pas capables de les rembourser, les saines deviennent malsaines également. Devant l'effondrement total du système financier, c'est tout le système de paiement qui va être enroué. C'est donc dire que même les salaires à la petite semaine risquent de ne pas être versés pendant quelque temps. La contraction du crédit aurait été colossale. Est-ce qu'on nous a présenté un épouvantail et que finalement la situation était moins grave que ce qu'elle paraissait à l'époque? Écoutez, l'histoire va décider là-dessus. La confiance n'est pas là, et avec raison. On comprend pourquoi la confiance n'est pas là. Mais en tout cas, laisser le système financier s'effondrer, là, oui, véritablement, ça aurait été synonyme d'une profonde crise économique qui aurait touché les plus petits d'abord et avant tout. Martin Coiteux, c'est tout le temps que nous avons. Alors, ce film, vous l'avez vu, vous l'avez aimé malgré les réserves que vous avez. Vous en recommandez? J'ai personnellement aimé tous les films de Michael Moore que j'ai vus parce qu'il a un équilibre entre les émotions, le rire et le message éditorial politique très fort. Évidemment, on y va avec notre capacité d'analyse, on y va avec notre capacité critique également, et puis je crois qu'il y a des choses à retirer. C'est une attaque en règle contre certaines dérives morales aux États-Unis, et c'est très bien fait. Et on termine avec quelle plage musicale? Alors, on va terminer avec Parachute doré d'Alain Souchon, qui est tout à fait de circonstance, puisque cette chanson-là a été écrite au beau milieu de la crise financière. Et Parachute doré, c'est un peu en dépit, parce qu'on voit aujourd'hui que quelques mois après, la catastrophe annoncée a été heureusement évitée, mais par contre, on retourne à de vieilles pratiques qui sont tout à fait déplorables. Merci beaucoup, Martin Coiteux, pour cette critique éclairée de Michael Moore. Et on écoute, grâce à vous, Alain Souchon, qui interprète Parachute doré. Adieu mégaphone, adieu Calico, adieu représentants syndicaux. À moi le soleil et le calypso, l'ananas, la noix de coco. À moi les alizés, les vents. Voilà, c'était notre émission pour la semaine. Merci d'avoir été là. Vous savez que vous pouvez aller sur le site cerium.ca pour réécouter cette émission ou les précédentes, et également pour voir les liens vers les livres qui ont été mentionnés dans cette émission, vers les plages musicales également, ou vers les personnes qui ont été nos invités. Vous trouverez également sur le site les annonces de nos conférences à venir. Vous y êtes invités, elles sont publiques, elles sont ouvertes à tous au Cerium à l'Université de Montréal. Je voudrais remercier l'équipe technique de l'émission, Luc Laflamme, Ognan Guerrieff et Jean-François Da Silva. Merci et à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique. C'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.